ce qu'on va parler, si vous avez vu la thématique de notre panel, c'est comment combler le déficit de compétences chez la main-d'œuvre en période de changement technologique accéléré. Mais on comprend bien que quand on parle de changement technologique accéléré, on va bien évidemment parler aussi des données et de tout ce qui touche l'intelligence artificielle parce que ça fait partie maintenant de notre domaine. Et par ailleurs, j'aimerais vous présenter justement M. Gagné qui est là, Patrick Gagné, qui est un passionné d'innovation. Il cumule une expérience qui passe du développement de start-up en tag taxi, dont on a beaucoup entendu parler dans les dernières conférences. Théo, oui. Théo Taxi, oui. Oui. Tag, c'est ma première start-up. Ah, c'est la première start-up. J'en ai deux. Je vous avais vu. Fusion. C'est ça. Oui, ça Il aime les trucs de 3 lettres. C'était vraiment précurseur avant l'âge. Oui, Taxi, absolument. d'ailleurs. Oui, ben oui, je me rappelais il y a quelques années, effectivement. Ouais. On avait vu ça dans des conférences, puis on était très surpris de voir que ça se passait au Québec. À la grande entreprise, j'avais travaillé chez TC aussi, où il a mis en contribution ses compétences en stratégie d'affaires et marketing. Vous êtes passionné de mobilité urbaine avec TAG et Théo, je pense qu'on ne s'en surprend pas. Et vous avez aussi contribué au développement du fameux service que à peu près tout le monde utilise ici. Si vous avez une voiture, le service PS le stationnement. mobile, ça vous dit quelque chose? L'application pour payer vos... D'ailleurs, il faudrait que je... Non. Bon, on va y penser. J'ai passé la journée à faire ça hier, fait qu'on vous en remercie. Et donc, la fameuse application de paiement de stationnement Montréal. Puis, il a contribué à la fondation de Théo. On arrive ici. Osmo aussi. Puis, vous êtes PDG justement de la fondation Osmo de la Maison Notman. Autre lieu, justement, je dirais, de la culture numérique. Et en 2015, vous avez confondé l'accélération de start-up InnoCité Montréal avec le Bureau de la ville intelligente et la Fondation Osmo. Okay. On a quelqu'un qui est partout. De l'intelligence artificielle, là, chez les humains, c'est assez développé aussi. Merci, Patrick. On a aussi avec nous Jean-Philippe Bradette, qui est cofondateur d'Apprentix, une entreprise spécialisée dans la création d'interventions post-formation efficace. Puis Apprentix développe des applications web qui ont pour but d'aider les travailleurs à mémoriser, pratiquer et retrouver finalement ce qu'ils ont appris. Fait que on est vraiment dans l'éducation, finalement, là, avec ça, le complément à l'intelligence humaine, si on veut. Puis peut-être juste en complément, on fait partie de NextAI aussi, qui est juste à côté ici. Donc, nous, on n'avait aucune idée comment débuter dans les AI. Fait qu'on est des bons cobayes pour ce sujet-là aussi, comment on forme nos ressources. Alors, c'est ça, vous êtes en train de le faire. On le dans vit, ce temps-là, c'est la bonne chose, justement. Ouais. Et vous êtes aussi, effectivement, cofondateur puis vice-président de stratégie d'apprentissage et innovation d'Helicom, une entreprise qui est mondialement reconnue. Dans le passé. Dans le passé, effectivement. Et maintenant, quelqu'un que je connais un peu, Alejandro Romero Torres, qui est professeur, justement, dans les, entre autres, je me suis mis votre bio en anglais, je traduis à mesure, là, Alexandro. Alors, dans les programmes de gestion et de technologie de l'information à l'UQAM, alors à l'école, justement, de gestion de l'UQAM, il a un PhD, donc en ingénierie industrielle de l'École polytechnique de Montréal. Et puis, il se concentre surtout, et c'est les dernières présentations que j'avais vues de vous, sur la diffusion puis l'adoption des nouvelles technologies. Comment ça se passe? Comment les gens, finalement, arrivent avec quelque chose de nouveau, comme peut-être, justement, Tag Taxi dans le temps, Théo, ensuite, et comment est-ce qu'ils adoptent tout ça? Et puis, vous vous intéressez aussi aux questions sur la ville intelligente. Je me rappelle bien comment les gens aussi communiquent toute cette information-là. Ensuite, nous avons avec nous José Lanoux. José Lanoux, qui est au sein de Technocompétences depuis 2014. José Lanoux siège sur le conseil d'administration du Centre de recherche informatique de Montréal, le fameux CRIM, qu'on connaît plus par son acronyme d'ailleurs. Puis elle est à la table des partenaires en technologie de l'information et communication de la grappe Techno Montréal. Puis elle participe activement à divers groupes de travail qui visent les professionnels en TI au Québec. Et là, vous êtes aussi dans des comités sectoriels. On est un comité sectoriel. Fait que j'ai tout le monde ici qui participe à beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans tout ça. Donc, aussi, mon Dieu, vous êtes, madame, vous avez donc étudié en administration des affaires, puis au HEC. Pardon? Non, je disais, peu importe. Je pensais qu'elle vous avait dit pardon. J'étais comme, c'est pas un si gros défaut, là, quand même, mais ça fait bien. Et là, figurez-vous donc, et je n'ai pas votre bio. C'est correct, il n'y a pas de problème. Allez-y, parlez-nous un peu de vous. Mais en fait, en 30 secondes. Ouais, je vais faire Essayez ça. Good call. Mais en fait, c'est que je devais parler à la place de Nadine. Mais quand Nadine a dit oui, moi, j'étais comme... Moi, je veux écouter Nadine plutôt. Exactement. Donc, je suis heureux et merci pour la présentation que tu as faite. Donc, on a dû... 10 secondes déjà passées. Comment? 10 secondes déjà. Je décompte, merci. Moi, je ne suis pas sévère, mais vous avez vu que vous en avez d'autres, par exemple. Mais très rapidement, je lis d'une organisation à but non lucratif qui s'appelle Montréal Nutech. Ça fait une dizaine d'années qu'elle travaille dans l'écosystème startup ici à Montréal.
Puis j'ai la chance de travailler au Desjardins Lab qu'on a lancé il y a 3 ans. Ah, oui, oui, oui. Je suis en charge du volet de la stratégie d'innovation ouverte, donc notamment le coopératon, volet startup en résidence, puis un volet de data justement autour de l'ouverture des données, de l'éducation, des données et l'intelligence artificielle pour nos chers Québécois. Ah mon Dieu, et fait qu'on va sûrement réentendre parler de vous, puis probablement qu'Alexandro va s'intéresser à ce que vous faites, puis moi aussi, puis tout ça. On va tous s'intéresser à tout. Oui, je le sais. Ah, c'est Puis très nous, on travaille avec vous, fait que c'est bon, on est tous. OK. Oh mon Dieu, hein, on vient tout de placer ça. Ouais. Et quand on a échangé un peu là-dessus, j'ai lu un peu tout ce qui vous intéressait parce que tout le monde nous avait un petit peu communiqué là, leur champ d'intérêt. Et l'idée un peu, c'était de définir ce déficit de compétences, là, pour commencer, chez les travailleurs, dans une période de changement technologique très accélérée, parce que franchement, je pense que les 20 dernières années, on trouvait que c'était vite, mais maintenant, ça l'est encore plus. Alors, comment est-ce que vous définiriez ça, ceux qui sont autant entrepreneurs que ceux qui travaillent avec les travailleurs en ce moment? Voulez-vous? Ouais, je peux me lancer. Moi, je vous regardais, Josée. C'est bon. Effectivement, vous avez Nous, compris. chez Technocompétences, dans le fond, on étudie, Oui. pour ne pas le dire, les compétences. Donc, on s'attarde beaucoup à tout ce qui est compétences du futur, tout ça. Le premier défi qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas un parcours académique. Il n'y a pas un profil, il n'y a pas... C'est un cumul d'expériences. Ça peut être autant un mathématicien qui se trouve une passion que ça peut être un programmeur qui décide d'aller plus loin dans sa réflexion. Il n'y a pas un parcours. Et là, ce qu'on est en train d'essayer de définir, c'est justement de cadrer quelles sont les compétences, quel type de profil, tout ça. Mais présentement, même dans la littérature, il n'y a pas un tronc commun. Ce n'est pas comme faire génie mécanique où on sait de A à Z le parcours. Où on va aboutir. Exactement. Puis, on est en ébullition, en transformation. Hein, donc, on n'a pas fini d'apprendre, je pense, dans le domaine non plus. Donc, ça devient intéressant. Par contre, une tendance lourde qu'on voit, c'est de plus en plus les entreprises, justement, qui font face à la pénurie, il y a des déficits de compétences à combler, vont aller embaucher des professionnels, surtout basés sur les soft skills. Donc, tout ce qui est compétences, adaptation, créativité, désir d'apprendre. Donc, on se rend compte de plus en plus que les gens cherchent ce type de profil-là, puis après, vont former les gens sur peut-être programmation en Python, par exemple, ou sur des compétences plus techniques. Mais de plus en plus pointues dans le domaine. Exactement, techniques. Mais pour l'instant, on voit une grande tendance sur tout ce qui est compétences dites soft skills, puis les gens, c'est la façon qu'ils recrutent, là, les entreprises. J'aurais envie d'ailleurs de relancer Patrick là-dessus, parce qu'effectivement, pour passer d'une entreprise technologique à l'autre, comme vous l'avez fait, il faut soi-même, j'imagine, aussi se former, là, parce qu'on parle d'un déficit de compétences, mais quand vous êtes arrivé avec Tag Taxi, il n'y a pas nécessairement de formation qui nous mène à ça. C'est un peu la recherche personnelle, là, que j'imagine. Oui, ça va demander une grande flexibilité. Je pense que c'est une des qualités principales qu'on doit mettre de l'avant, c'est la capacité de s'adapter. J'ai parlé récemment à un groupe de jeunes étudiants et c'est frappant de voir que ces jeunes de 14-15 ans vont exercer des métiers, en tout cas la moitié dans la salle, c'est ce que je leur ai dit, la moitié dans la salle vont exercer des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Ouais. Donc ça demande une capacité d'adaptation. Il n'y a pas un curriculum spécifique qui va permettre de répondre à ça. Puis l'intelligence artificielle touche à tous les domaines. Ce n'est pas un secteur, ce n'est pas une grappe, ce n'est pas une verticale. L'intelligence artificielle, c'est comme parler de... C'est ça, c'est transversal, c'est comme parler de technologie. Il va y avoir de la tech. Il y a de la tech dans tout, presque tout aujourd'hui, presque tout. Il n'y a pas tous les modèles d'affaires qui ont de la tech. Pour avoir de l'innovation, je baigne là-dedans actuellement. L'intelligence artificielle aussi va toucher à tous les secteurs, tôt ou tard. Donc, comment on s'adapte à ça? Comment on fait pour... Je pense que le déficit de compétences, de talent dans le secteur des startups, on le vit de plein fouet. On a, les entrepreneurs ont moins la capacité d'embaucher à des gros salaires, donc la compétitivité est un enjeu. L'accompagnement, l'immigration, je pense que doit être aussi un enjeu qu'on doit amener dans cette discussion-là. Pour combler un déficit, comment on va chercher ailleurs. Chercher des compétences à l'extérieur. Puis comment on facilite l'intégration de ces gens-là dans l'écosystème technologique, plus particulièrement celui qui me concerne, les startups. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux qu'on doit discuter. Et si je relançais Alexandro là-dessus, parce que du côté, par exemple, de l'école de gestion l'UQAM, c'est des choses qui sont discutées aussi. Comment faire face, justement, aux nouvelles demandes de compétences versus des curriculums qui sont un petit peu plus, je dirais, là, traditionnels, mais qui changent quand même là, en ce moment. Là. C'est exact. Actuellement, on est dans un paradoxe. D'un côté, on nous demande d'aller à la vitesse qui va la technologie, mais au niveau plus, nous, universitaires, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'arrive actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de technologies émergentes dans l'intelligence artificielle. On est actuellement dans un cycle de spéculation.
on pense qu'il va y avoir ce type de bénéfices, on pense qu'on va pouvoir faire ce type de choses. Donc actuellement, nous, on est en train d'observer et on connaît bien les cycles de technologie, donc on a les attentes très élevées. Ça va devenir dans un moment donné qu'on va arriver dans une maturité, on va se rendre compte que peut-être on avait 100% des attentes qu'on pensait, il va y en avoir seulement 40 qui vont être réalisables. Et à partir de là, on va pouvoir travailler pour définir les compétences. Donc, on a ce paradoxe qu'on attend un peu voir quelle va être l'évolution pour mieux préparer la main d'œuvre, mais d'un côté, on veut les préparer. Donc, où est-ce qu'on veut les préparer? C'est première chose, c'est plus dans les compétences relationnelles, comme José l'avait dit. Donc, on a besoin des individus qui soient curieux. Parce que ce qu'on a observé il y a 20-30 ans, mais on apprenait une profession, on voulait devenir comptable, on suivait donc une formation baccalauréat maîtrise en comptabilité, et on pourrait être comptable avec cette formation toute notre vie. Mais actuellement, on n'a que besoin de ça. Oui, on a besoin d'avoir une base, un bac dans n'importe quel domaine, une maîtrise dans n'importe quel domaine, mais on doit poursuivre la formation continue. Et c'est là-bas où je pense qu'ils vont rentrer des universités, des entreprises, et même le gouvernement qui doit donner les supports aux employés pour aller chercher cette formation continue, mais également offrir cette formation continue. Donc, on doit offrir cette curiosité, on doit inciter la curiosité à niveau université, mais aussi également au niveau entreprise. Mais également, on se base déjà sur le fait que tout le monde est déjà ouvert à la technologie et sont habitués à la technologie, mais on regarde qu'il y a certains secteurs où est-ce qu'ils ne sont pas dans cette vague de la technologie, l'intelligence artificielle ou de l'Internet, comme Nadine l'a présenté. Donc, actuellement, ce qu'on doit travailler, c'est donner les compétences à la main d'œuvre pour pouvoir rentrer dans cette vague. Donc, compétences soit à niveau cognitif, soit à niveau sensomotrice, parce qu'utiliser un téléphone pendant que je suis en train de manipuler un robot ou une machine, ça va être un peu complexe. Ouais. Donc, on doit analyser de quelle façon on doit donner ce type de compétences, mais surtout, tout ce qui est code de convention sociale. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on va capturer des données, donc on doit protéger la sécurité des données, mais également il va y avoir des personnes qui vont avoir des données qu'il va falloir qu'ils protègent. Mais il faut comprendre de quelle façon je vais les protéger et quels vont être les enjeux sur lesquels je dois être assez surveillant pour pouvoir donner une bonne solution. Il y a donc une formation même plus large, justement, comme côté éthique, etc., qui se greffe à ça, là, donc aux compétences de base pour un poste. Et là, quand vous me parlez de ça, Alessandro, je pense justement à vous qui êtes dans, je dirais, le réajustement, si on veut, là, des compétences, tout ça en éducation. Fait que, comment est-ce qu'on négocie avec ça quand c'est notre entreprise là, de faire ça? Bien, je vais vous dire, il y a notre entreprise, mais aussi juste pour parler, nous, on est sur le terrain. Fait que je travaille avec Air Canada, Desjardins, je travaille avec une panoplie d'entreprises, puis on dirait que c'est une sorte de mythe qui est très volant. La pénurie de main-d'œuvre, le déficit de on en entend partout. Mais sur le terrain, là, les gens sont complètement débousselés par ce qui se passe. On est dans des transformations, on va vite, on n'a pas le temps de se former, ça va à une vitesse de fou. Fait que si vous posez la question, on est-tu en... Non, on forme. Fait que c'est une petite usine. Fait que j'ai eu le goût de me questionner à savoir, y a-t-il vraiment ce fameux déficit-là? Puis, curieusement, on est tombé sur 2 études qui sont vraiment intéressantes. Une de McKinsey, puis on pourra la partager avec ceux qui sont intéressés. La première qui disait qu'il y a 62% des exécutifs qui disent qu'ils ont effectivement un déficit d'ici 2023, donc qui est quand même incroyable dans leur organisation. Puis le deuxième, sur 1400 CEO dans 79 pays, 77% ont dit que c'était la plus grande crainte globalement. Autre élément, c'est 77% disent que la skill qui manque, c'est la créativité puis la capacité de penser. Soft skills. Donc, ce qui revient au niveau des soft skills. L'autre problème, par contre, quand on creuse et on lit Kelly Palmer, qui est l'ancienne CLO de Degree puis de plein d'entreprises, il y a vraiment un paradoxe parce que les CEO ne savent pas les compétences qu'ils ont à l'interne, ne savent pas ce qu'ils ont besoin actuellement, donc, et ne savent pas ce qu'ils ont besoin pour plus tard non plus. Alors, comment qu'on arrive à ces données-là quand on n'a pas la donnée? Fait qu'il y a vraiment un paradoxe qui est hyper intéressant à dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Et toutes ces personnes-là, la définition même de la compétence, on ne la comprend pas et c'est très, très galvaudé. Et là, d'aller voir, c'est ça, chez l'humain, le plus précisément. Voilà. Vous avez envie de rebondir là-dessus? Je vais faire du pouce, vu que tu ne m'as pas entendu. Je vais aller par moi-même. Ça passe la poque. Mais tu sais, l'impression qu'on a, puis en travaillant même chez Desjardins et dans d'autres entreprises, j'ai l'impression des fois, les directeurs, les C-levels, etc.,
puis beaucoup d'employés aussi, sont un peu comme des orignaux au milieu de l'autoroute la nuit quand ils ont le phare dans la face, puis qu'ils sont comme « Ah !» Puis ça, c'est un vrai enjeu. C'est qu'ils n'ont pas conscience des compétences qui sont nécessaires, forcément, et ils ne savent pas forcément c'est quoi le next step. Et personnellement, je pense, puis ça n'implique que moi, je pense que le système d'éducation aussi est super lent à s'ajuster, qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'externe pour aller justement chercher les compétences. On a Osmo, Notman House, il y a beaucoup d'activités qui s'y passent. Crème, sortez de votre bureau, sortez de votre université, allez voir ce que justement des organisations comme Osmo ou autres offrent à un écosystème. On a Antoine de Prompt ici qui se démène jour et nuit pour justement amener plus de deep tech et son adoption. C'est des enjeux. Nadine, tantôt, parlait du fait de l'Afrique, mais on n'a pas besoin d'aller en Afrique pour voir le clivage numérique ou la fracture numérique. On a juste besoin d'aller en région du Québec. Montréal reste une bulle, tout le monde a un téléphone intelligent, on a l'impression. Allez à Montréal-Nord, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens de venir en bus à Montréal. Il y a des gens dont toute la famille, ils n'ont pas un ordinateur. Est-ce que vous pensez qu'eux sont prêts pour le 21e siècle? Non. Et je pense que ça commence par les parents, ça commence par pousser... Enfin, là, on parle des solutions. Là, j'ai vu que vous avez la deuxième question là-dessus. J'anticipe. Mais je pense qu'il y a vraiment des enjeux là-dessus. Il y a vraiment des enjeux là-dessus en termes de prise de conscience d'abord des parents, des C-levels, de prendre conscience de cet enjeu de compétences-là. Et je te rejoins tout à fait quand tu parles des soft skills. C'est que ça fait juste 2-3 ans qu'on parle de ça et qu'on le valorise. Moi, je me rappelle quand j'ai fait HEC, on valorisait justement les hard skills, comme tes comptables, tes finances, blabla. Oui. Et tout ce volet-là était laissé aux artistes. Il y avait une sorte de... Ça, c'est les autres, c'est ceux du MyLex. Les programmes expérimentaux au HEC, comme moi j'ai fait, qui étaient gestion culturelle, des choses comme ça, là, on nous envoyait dans ça pour développer d'autres genres de compétences. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on le voit dans tous les milieux, hein, le fait que souvent la haute direction ne sait même pas qui dans ses équipes pourrait justement être un agent de transformation et aider les autres. Ça, on voit même, quand on parlait de compétences techniques ou de soft skills, quand il y a des programmes très techniques de formation, les entreprises sont là, go, 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 du C++, OK, version 14, on comprend rapidement le gain que le professionnel qui est formé va avoir. Quand vient le temps de dire travail d'équipe, gestion inclusive ou créativité ou façon même agilité, on a du mal, les entreprises ne sont pas au rendez-vous ou ont moins de facilité à financer des formations continues là-dessus. Donc, c'est étrange parce que c'est la priorité, mais pourtant, je pense que le concret est plus difficile à mesurer le lendemain de la formation, de dire, OK, je peux appliquer ce que je viens d'apprendre. Puis c'est là l'importance de faire des programmes. Puis je pense que, en tout cas, je rejoins Jean-Philippe sur ces outils sans en faire une pub, mais la notion de transfert est extrêmement importante. Puis c'est pas vrai qu'en 8 heures de cours, le lendemain, on peut mettre en application ce qu'on a appris. Donc, il y a toute une notion de transfert. Non, puis là, d'ailleurs, José, vous m'amenez sur la prochaine question, parce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre, hein, qu'on peut mettre en place pour assurer, finalement, la mise à jour des compétences des travailleurs, puis aussi des exemples à suivre, parce qu'il y a des industries quand même hein, qui l'ont pris un peu plus vite, ce virage-là. Est-ce que vous avez dans vos entreprises des exemples que vous avez envie de m'apporter là-dessus? Oui, vas-y. Je pense qu'il y a une des pistes de solutions. On était hier, d'ailleurs, à Montréal Connect avec le CHUM qui était là, et le CHUM est un bon exemple au niveau autant AI que la mise en place de ces nouvelles compétences-là. M. Brunet, quand il ouvre à chaque fois qu'il va faire une conférence, le dit, il y a une situation urgente. On doit changer maintenant, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. C'est maintenant que ça arrive. Donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est l'école d'intelligence artificielle. Ils recrutent le talent, mais ils se sont vraiment mis en mode combat, j'ai le goût de dire, pour dire si on ne fait rien maintenant, ben on est vraiment dans le trouble. Et ça, ce sentiment-là d'urgence, on ne le voit pas dans beaucoup d'entreprises. Le système qu'ils sont probablement en train de transformer actuellement avec des ERP et plein d'outils, dans 5 ans ou dans 3 ans, il faut probablement être obligé d'être rechangé à cause de l'AI qui va venir rechanger ce système-là. Alors, ils sont déjà en retard en implantant des nouveaux systèmes. Et là, moi, j'ai plein d'entreprises, mais je vais laisser mes collègues y aller sur ça. Oui, bien sûr. On parlait beaucoup du secteur privé ou des organisations publiques, mais je pense que le gouvernement doit donner une orientation. Et je regarde beaucoup l'exemple de la France. La France, on vient de développer une stratégie pour l'accès au numérique.
dans lesquels ils vont regarder tout où est-ce qu'il y a eu des gaps, des écarts par rapport à ce que les individus, les entreprises peuvent faire. Et ils ont développé cette impasse numérique. Donc, ils vont regarder des régions ou des industries où est-ce que le niveau numérique n'est pas encore atteint. Et ils vont donner des passes pour qu'ils puissent aller voir des labs et avoir accès aux labs pour que soit ils puissent apprendre des compétences numériques ou des compétences relationnelles ou que les entreprises aillent au lab pour développer un projet pour intégrer le numérique à l'intérieur de l'entreprise. Et ils ne vont pas seulement regarder la technologie. Ils vont regarder, oui, on va développer, on va introduire telle technologie que ça va vous aider à être plus productive, mais également on va regarder de quelle façon vos masse salariale va pouvoir utiliser cette technologie et développer les compétences nécessaires pour obtenir les bénéfices de cet investissement. Donc, une vision plus globale, ça va beaucoup aider. Ils vont interagir, les gouvernements, avec entreprises privées et publiques. Également, ils vont mettre dans ces labs des universités pour créer une communauté d'innovation qui va suivre ces lignes directrices. Oui, puis ça, quelque chose qui perdure aussi au-delà des régimes là, de gouvernement, selon le parti, puis tout ça. C'est toujours la question. On peut rester au Québec. Le Conseil du Trésor, l'automne dernier, a lancé l'Académie en collaboration avec l'Université Laval. Et la vocation, c'est 100% la formation continue de tout ce qui est compétences numériques ou compétences techniques dans le secteur des technos. Donc, je pense que même chez nous, on a des exemples concrets qu'on n'a pas le choix de s'y attarder. Le gouvernement du Québec est le premier employeur de professionnels en techno. Donc, il y a une grosse problématique actuellement. Puis lui aussi essaie de trouver des solutions. C'est pas parfait, mais essaie de trouver des solutions en ce sens-là. Puis juste le fait d'annoncer cette académie-là, ça démontre l'importance puis l'urgence. Ça doit stimuler aussi les futurs employés en se disant, ben, il va y avoir une formation continue. Je ne serai pas dans une bulle là, qui va s'écrouler un moment. Je pense qu'ils sont encore à Windows 7, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, j'ai donné, moi aussi, dans le secteur gouvernemental, essayer de faire des sites web et les tester sur des versions qui étaient très, très, très loin dans ce qu'on pensait. D'ailleurs, je pensais justement à vous avec le lab là, de Desjardins, parce que quand on parle de tout ça, ces initiatives-là, souvent, moi, je les connais parce que je viens à votre rencontre, mais je m'aperçois qu'elles ne sont pas toujours très connues à l'extérieur. Ça peut être aussi un problème. On parlait de l'Université Laval, on n'entend pas parler, il faut être dans le domaine. Le défi, honnêtement, de manière super simple, c'est qu'il faut séparer déjà l'urgence, qui est comme la transformation numérique, puis tous les milliards qui sont dépensés à l'heure actuelle sur se mettre à jour, et se projeter dans le futur des 20 prochaines années pour les vraies compétences dont on va avoir besoin. C'est deux choses vraiment, vraiment différentes. Puis il faut arrêter de mélanger ça parce que moi, je le vis au quotidien et on le vit dans des discours gouvernementaux, etc. Et la deuxième chose, c'est quand tu parles de formation continue, etc., ça aussi, il faut séparer entre former l'humain, le citoyen, et former les directeurs, les decision makers, les gens qui on planifie qu'on va avoir besoin d'eux. Moi, la catégorie qui m'intéresse et que je trouve compliquée à aller chercher, ce que tu dis, comme on n'a pas cette conscience-là, c'est construire les compétences du futur. Je ne parle pas de celles des 5 prochaines années, mais celles d'après, et celles des citoyens, celles des gens qui n'y ont pas forcément accès, parce qu'ils n'ont pas un boss qui va leur dire hey, « toi, ton 1% de masse salariale, whatever, là, va te faire ta formation continue ». C'est ces gens-là avec qui on doit travailler, et à mon avis, on doit être dans l'action. Oui, des HEC de ce monde, etc., s'adaptent bien, mais ça reste école des dirigeants. Il n'y a pas école du peuple. Et je pense qu'être dans l'action, et là je vais faire un peu la promo de ce que je fais aussi, mais il y a des activités comme des hackathons. Il y avait Design Day à Osmo avec genre une trentaine de femmes qui travaillaient sur justement des projets à designer l'intelligence artificielle. Il y en avait qui avaient des compétences en intelligence artificielle, Python, machine learning, etc. Et d'autres qui n'en avaient pas. Ben, les mettre ensemble, ça aide. Il y a des activités comme le coopératon qui ont lieu à l'automne, qui rassemblent genre 3000 personnes. Essayez de comme kickstart quelque chose. Oui, vous allez échouer, oui, vous n'allez pas y arriver, mais c'est ouvert aux citoyens, aux entrepreneurs, aux dirigeants, etc. Ou juste les milliers de meet-up et de rencontres qui ont lieu ici et qui peuvent servir. Et un des aspects, pour revenir au volet gouvernemental dont tu parlais sur la France, la Finlande a fait quelque chose de vraiment cool. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, la Finlande. Et de manière très drôle d'ailleurs, justement, j'en parlais à Philippe de Elements AI, c'est que le projet s'appelle Elements of AI. Et en fait, c'est un projet de former 1% de la population en 2019, mais ça, ils viennent juste de commencer. Donc, c'est avec un cours en ligne, avec du peer-to-peer learning, learning circle, sans rentrer dans les détails, mais c'est un mouvement gouvernemental de dire, nous, on veut former les citoyens, 1% de notre population, 55 000. C'est très semblable au Québec. 5 millions et demi, on est 8, whatever. Et ça, je trouve, c'est des mouvements qui sont plus empowering les citoyens
que juste parler en transformation numérique, les dirigeants. Ce qui est très important par ailleurs. Il faut les former aussi. Là, on s'entend, c'est ceux qui prennent les décisions à the end of the day. Juste pour faire du pouce aussi, il va falloir quand même que les écoles suivent ce rationnel-là, parce que les jeunes arrivent dans des hackathons, retournent à l'école, cours de géographie avec un mode très des compétences plus mathématiques. On arrive avec les AI. Quand est-ce qu'on développe la créativité à l'école, c'est plutôt rare. Oui, puis je pense que c'est vraiment un défi, ça aussi, c'est que former des citoyens numériques, ça commence au deuxième cycle du primaire pratiquement, là, pour que les gens se sensibilisent déjà à partir de là. Là, j'ai 2 interventions. Je commence par Patrick qui n'a pas encore parlé, puis Alexandro, ensuite c'est ton retour. Moi, il y a 2 volets. Ce qui m'intéresse aussi, c'est notre compétitivité à l'échelle internationale. Ouais. Ça devient une lutte, c'est pas local. La lutte, elle n'est pas ici, elle est sur la compétitivité à cette échelle-là. Comment on attire du talent ici aussi? Il y a formation, puis moi, je vois ça, c'est super, mais c'est des projets à long terme. Là. Je vois ça comme des mouvements de plaques tectoniques, là, changer mettre à jour rapidement le système d'éducation universitaire pour s'adapter à ça, ça peut prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire à plus court terme sur la notion de compétitivité? Moi, je la trouve bien intéressante. Je regarde ce que font d'autres écosystèmes, start-up à travers le monde, la French Tech en France, qui jumelle un mentor avec un immigrant entrepreneur pour l'amener, pour l'intégrer à l'écosystème français. Je trouve ça, c'est une initiative formidable. Amsterdam aussi fait la même chose. Je pense que de ce côté-là, on pourrait, nous autres, faciliter l'intégration des étudiants qui viennent de l'étranger également, pourquoi pas faire des programmes coop l'été, parce que on sait que si on intègre quelqu'un qui est ici pour 4 ans, on l'intègre l'été dans des emplois, concrètement, bien là, on augmente les chances qu'il reste et qu'il s'implante à Montréal. Pas voir ça comme une dépense, plus comme un investissement, un investissement total. Pour la formation Absolument. Et le développement. L'autre exemple que je vois probant, c'est proche d'ici, Microsoft qui s'installe ici pour une raison bien simple, c'est la densité, c'est-à-dire la proximité entre les chercheurs et les entrepreneurs. Cette proximité-là fait en sorte qu'il va émerger des nouvelles entreprises et de nouveaux projets. Je pense qu'il y a là-dedans, dans la notion de densité, quelque chose d'important qu'il faut pouvoir répliquer puis augmenter à Montréal. Comment est-ce qu'on fait, on effectue le rapprochement entre la mise en pratique des entrepreneurs? Je pense qu'il y a un exemple c'est vrai, tout probant à fait. là-dedans. La densité, c'est ce qui attire aussi des gens de l'extérieur qui se disent « Oh, wow, je vais avoir plein d'entreprises que je vais pouvoir… » Je peux traverser la rue puis me trouver un autre job ou je vais trouver un projet. Là, ça change pas mal. C'est 2 thèmes importants dans C'est un risque aussi. C'est un risque. C'est partie de la compétitivité. Comment est-ce qu'on dit un beau risque? Oui. Alexandro, vous vouliez continuer En fait, pour continuer avec l'idée d'aller chercher la population, les citoyens qui ne vont pas peut-être à l'université, de quelle façon on peut l'inclure dans toutes ces initiatives, je pense qu'on souffre une myopie. Parce que des fois, on a ces événements qui veulent aller chercher le monde et qui veulent leur donner accès au numérique. Et c'est tellement drôle, on fait de la publicité par les numériques. Donc déjà, on va les exclure parce qu'actuellement, s'ils ne sont pas dans le numérique et toutes nos publicités qu'on fait pour l'événement, c'est sur le numérique, ça veut dire qu'on ne va pas trouver ce type de clientèle. Et je mets un exemple pour le développement de la ville de Montréal, la ville intelligente, avec le bureau de la ville intelligente. J'avais fait une étude pour regarder, parce qu'ils sont allés chercher la population pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchaient, qu'est-ce qu'ils proposaient comme solution. Et on est allé regarder les profils des individus qui participaient dans ce type de sciences. Et ce qu'on a découvert, ce sont des personnes qui avaient un baccalauréat et une maîtrise. Et la plupart du monde était déjà dans les milieux TI. Donc, si vraiment on allait chercher du monde qui n'était pas dans les TI et qu'on voulait avoir c'était quoi leur idée, on s'est trompé. Et c'est ça qu'on regarde, on se trompe. Il faudrait oublier les numériques pour permettre l'accessibilité numérique et aller vers les traditionnels. Et une fois qu'ils sont déjà dans le numérique, oui, on va pouvoir faire la promotion, donner la formation par des applications, des sites d'Internet, mais on n'est pas encore là-bas toute la population. On l'a bien représenté avec 51% de la population qui n'a pas accès à l'Internet. Puis comme tout à l'heure, vous le disiez, il y a aussi même des familles ici là, qui n'ont pas accès non plus au numérique. Fait que ça, c'est des choses justement pour aller les sensibiliser. Donc, utiliser peut-être les médias qu'eux consultent habituellement. Et ça, c'est pas facile. Je vais juste finir avec une solution qui, je pense, est importante. D'utiliser les AI dans l'éducation aussi serait probablement une des bonnes idées. Actuellement, quand on regarde un peu ce qui se passe et tout, c'est surtout au niveau de la supply chain, on va se questionner à haut niveau, comme par exemple dans NCI, 12 entreprises, on est la seule en éducation dans le programme, donc ça vous donne un peu l'intérêt actuellement. L'idée aussi, c'est de dire,
on est capable de faire des choses extraordinaires, de personnaliser, dans le fond, un parcours apprenant et d'avoir pour vous, par exemple, juste le bon nombre de questions, les recommandations, un peu comme le Netflix le fait, va, d'après moi, amener une augmentation de performance assez hallucinante sur les programmes de formation. Tu parles de Netflix, puis tu parles de le ramener au peuple, puis je vois Jean-Christophe là-bas. Tu sais, c'est dommage que les gens écoutent Occupation Double, alors que le jeune là-bas est en train de monter une école cet été, où il va amener, enfin une sorte de programme cet été, où il va amener une dizaine de jeunes à travers l'Amérique du Nord pour travailler sur des projets super innovants. Et il galère à trouver de l'argent. C'est pas normal. Donc, dans un truc comme ça, excusez-moi, mais s'il y a des gens qui voient le leadership d'un jeune comme ça, un média ou autre qui se dit hey, tu sais quoi, ce qu'il fait ce gars-là, c'est super intéressant. Ben, au lieu de mettre Audi à 9h du soir tous les vendredis ou samedis ou whatever it happens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça à la télé? Amener ça au peuple plutôt que genre juste les gens qui sont déjà dans le numérique. Là, ben oui, c'est ça, j'allais dire. Vous avez des petites passes qui vous permettent de connecter. Fait que ça sera le temps de connecter avec lui pour pouvoir en parler. Mettre ça dans la culture populaire. Il faut que ce soit dans la culture populaire. En parler sur Twitter, puis mettre notre nouveau ministre Fitzgibbon. C'est ça, en fait, copie. La littératie numérique, c'est de ce dont on parle depuis tout à l'heure. La littératie, c'est surtout une affaire malheureusement, présentement, d'OBNL puis d'organismes qui tiennent des initiatives ou d'entreprises ou d'entrepreneurs qui y croient puis qui foncent. Je pense, justement, c'est le moment où que le gouvernement prenne ses responsabilités, tant au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie. Il y avait une stratégie numérique qui a été lancée par le gouvernement précédent, là, il y a 1 an, 2 ans? 2 ans, oui, déjà en décembre, je pense, 2017. On en est où avec ça? Même chose au niveau, nous, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Emploi, donc c'est des priorités qui doivent être gouvernementales et non seulement des organismes qui mènent et peinent à sensibiliser et à évangéliser. Pour l'avoir étudié de près, la fameuse stratégie, il n'y avait pas beaucoup de choses que vous dites dedans. C'était vraiment axé beaucoup sur l'entreprise. Mais comment le talent est quand même revenu souvent, mais pourtant, comment ça s'est manifesté concrètement avec des actions, avec des programmes, on est loin encore. Et là, écoutez, justement, on va tomber dans l'IA, mais vraiment là, un peu plus à bras-le-corps, comme on dit, parce que là, l'arrivée de l'IA, puis surtout son application dans presque tous les domaines, on en parle là en entrefilet depuis tantôt. Hein, les gens ne réalisent pas, mais justement, Desjardins, beaucoup de services maintenant ont des automatisations grâce à l'IA quand vous êtes en ligne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait au quotidien qui comprennent des composantes d'intelligence artificielle, puis on dirait qu'on ne le sait pas souvent comme citoyen, à moins d'avoir lu là-dessus, à moins d'être là-dedans à tous les jours. Et là, donc, c'est dans tous les domaines présentement de la vie courante. C'est vraiment, on pourrait, moi, je connais l'exemple de Desjardins, les prêts et tout ça, qui sont automatisés en grande partie. Il y en a bien d'autres. Il y a plein de choses comme ça que vous faites où il y a des réponses rapides. C'est grâce à ça. Des agents conversationnels qui vous répondent. C'est ça aussi. Il y a des composantes d'IA, de semi-automation, etc. Et là, tout ça, ça demande justement des nouveaux savoirs dans les entreprises, puis pas seulement dans les entreprises technologiques, parce que à la base, quand on parle, bon oui, les services bancaires, c'est très technologique. Il y a beaucoup de technologie, mais les gens qui sont là ne sont pas tous technologiques, parce que pour avoir fait une conférence devant des gens qui étaient chez Desjardins, il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait de l'intelligence artificielle chez eux. Alors, on voit que ce n'est pas tous les départements, finalement, qui vont être conscients de ça, pas tous les employés. Fait que là, qu'est-ce que les organisations doivent surveiller pour rester performants? Parce qu'on se dit, c'est peut-être pas leur core business d'être technologique, mais à ce moment-là, si tout le reste de ce qu'ils vont faire comporte des composantes de ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, pour rester sur le dessus, là, côté emploi? Je vois que Patrick qui en a fait quelques-unes, entreprises, a le goût de nous en parler. C'est un sujet qui m'occupe beaucoup de ces temps-ci, parce qu'on fait justement plusieurs programmes d'innovation ouvertes avec les corpos, et de plus en plus, les exécutifs des grandes entreprises réalisent que leurs équipes internes ont du mal à garder le rythme parce qu'on a une machine qui est beaucoup plus lourde. C'est plus long de sortir une techno. Mais collaborer avec des startups permet d'aller plus rapidement au marché. Et ça, cette collaboration-là qui commence à naître, là, je dirais c'est un courant qui grandit depuis 3-5 ans, dépendamment des écosystèmes à travers le monde. À Montréal, je dirais qu'on est dans la 2-3e année de ce cycle-là. Mais ça, c'est un moyen pour la grande entreprise d'arriver rapidement à collaborer avec des startups. Il y en a pas loin de 1500, 2000. Pardon? On le voit beaucoup en FinTech, d'ailleurs. Absolument. Mais je pense qu'il y a 1500 à 2000, on est en train de faire le dénombrement à Montréal. On va sortir le portrait cet été de l'écosystème startup. Il y a 1500 à 2000 startups à Montréal. Il y en a probablement la moitié là-dedans qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle.
comment est-ce qu'ils font et comment on peut mettre en application ces technologies-là plus rapidement dans notre organisation. Je pense que ça, c'est un filon, c'est une idée qu'il faut exploiter et développer. Définitivement, l'autre, c'est le bassin étudiant. On a 230 000 étudiants à Montréal, dont pas loin de 11 000 ou 10 à 20 000 sont en touche à l'intelligence artificielle de près et de loin. Comment tirer profit de ce talent-là, puis l'intégrer en entreprise plus rapidement, du job d'été, coop. Je reviens à la notion de coopérative. Je pense que ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est deux thèmes qui nous touchent particulièrement au niveau des startups. Là. Oui, puis c'est vrai qu'effectivement, présentement, on le voit que dans les startups, les gens ont pris plus de chance, sont rendus plus loin, effectivement, dans ça. Pas de budget, mais oui. Petit commentaire éditorial ici, Jean-Philippe. On en reparle tout à l'heure. Non, ça va bien. Mais là, continuons donc dans ça. Par exemple, justement, José, dans ce que vous voyez au quotidien, est-ce qu'il y a des modèles comme ça là, qui commencent? On parle, ici, Patrick nous a parlé du côté aller chercher dans les startups. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui se dégagent, qui commencent à émerger? On voit des communautés de pratique ou de l'entraide. On le voit, je prends l'exemple, tu vas pas faire du pouce sur ce que je dis, mais la création de CyberEcho, il y a à peu près 1 an, qui est en cybersécurité, le hacking, l'IA, il y a beaucoup d'applications de l'IA dans tout ce qui est notion de cybersécurité, que des grosses banques décident de s'associer. Donc, on voit, parce que la problématique est la même, donc en se disant à 2, à 3, à 5 organisations, on va aller beaucoup plus vite qu'on le ferait à un seul organisme. Puis non seulement ça, avec la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est vraiment une tendance aussi émergente qu'on voit, des grands joueurs qui sont, dans le passé, qui ont toujours été compétiteurs, soudainement deviennent des alliés sur certains fronts. Ouais. Pour essayer d'aller plus loin. Puis là, je suis sûr que vous allez avoir... Je vais juste faire du pouce là-dessus parce que c'est quand même... Il ne faut pas avoir honte de les nommer, là. C'est Banque Nationale et Desjardins. Pour ceux qui sont québécois ici, vous savez que publiquement, c'est des gens qui s'aiment vraiment beaucoup et qui travaillent beaucoup ensemble en général. Les mêmes couleurs, vert et rouge. Traditionnellement. Oui, c'est ça. Mais CyberEcho, effectivement, avec Deloitte et d'autres joueurs qui sont mis ensemble, et je pense que c'est super important. Notamment, on est une petite nation, appelez ça whatever, là, mais on est une petite nation de 7-8 millions d'habitants, puisque Patrick souligne, parce qu'il travaille aussi avec Startup Genome, puis il a vu ça à l'international, c'est que si on veut être compétitif, je sais que ça paraît cliché de dire ensemble, machin, plus loin, plus machin, mais si on veut être compétitif, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on mette un peu nos différents et qu'on se concentre sur des choses qui vont nous rajouter de la valeur à tous ensemble. Et il faut qu'on ait aussi des entreprises plus ambitieuses. Parce que là, justement, ce que Osmo fait avec, je ne sais pas si on peut les nommer là, mais quand même des belles entreprises comme L'Oréal, Agropur, Cascade. Et Cascade, pardon, excusez-moi. C'est des belles entreprises québécoises. C'est des entreprises qui, après beaucoup de travail, ont dit « let's go ». Desjardins, pareil. Là, il y a une entreprise qui s'appelle Data Performers. On a travaillé avec elle en 2015 ou 2016. On les a introduits. Ça a pris super longtemps. Ça a abouti à quelque chose de sérieux. Mais le nombre de Data Performers qu'on arrive à trouver au Québec, il n'y en a pas assez. Puis il faut se le dire aussi. C'est qu'on n'a pas d'entrepreneurs assez ambitieux. Il y a encore trop d'entrepreneurs qui essaient de créer le nouveau Uber du papier toilette ou whatever, plutôt que des gens qui vont se dire non, moi je vais prendre des vrais problèmes, je vais vraiment essayer d'avoir un impact, etc. Et amener des gens qui sont smart, mais qui ont cette ambition-là. Moi, je pense qu'on a encore un manque d'ambition au Québec. Et de plus en plus, on a des entreprises, tu parlais de la FinTech, on a de plus en plus d'entreprises, même Agropur, Cascade, qui disent, moi, j'ai envie de trouver des startups avec qui travailler. Mais tu sais quoi, j'en ai pas assez dans ma cour. Et ça, c'est un problème. Puis paradoxalement, on est sur le compétitif, je ne suis pas long là-dessus, mais Startup Genome a sorti un chiffre qui m'a interpellé. La moyenne des salaires qu'on paye au Québec est inférieure à la moyenne globale. C'est-à-dire qu'on paye en moyenne un développeur en intelligence artificielle ou en tech autour de 56 000 $. La moyenne globale est de 59 000 Notre par étude année. sort en septembre, ça dit en passant, sur les salaires. Donc, et ça, c'est un enjeu, ça. Ouais. Et si on veut être compétitif. Absolument. Puis ça, c'est aussi grâce à la qualité de vie où il y a des gens qui reviennent. Mais effectivement, il faut que les salaires suivent, etc. Mais il faut aussi que des entreprises, et je pense qu'on parle beaucoup des grandes entreprises, puis là, je sais que Prompt travaille un petit peu là-dessus aussi, mais c'est quoi la place des PME là-dedans et est-ce qu'on peut les amener à s'agripper à cet écosystème-là, à commencer à travailler justement avec les grappes, etc. Parce que tu sais, les chaires de recherche, il n'y en a pas beaucoup de chaires qui appartiennent aux dépanneurs du coin. Non. Comment est-ce qu'on amène aussi ces PME à connecter avec ce pan de la population? C'est peut-être que quand tu donnes des C2 Montréal, le gouvernement t'a donné je ne sais pas combien de millions de subventions, tu pourrais peut-être laisser certaines PME qui sont moins connectées ou qui sont moins à même de naviguer l'écosystème, être plus proactifs. Les sponsoriser finalement pour qu'ils puissent assister. Il y a des très beaux programmes, par exemple, pardon, excusez-moi, mais Innovation PME, il y a 3 ou 4 C3, en tout cas il y a 3 ou 4 programmes de la ville, puis il y en a d'autres où il y a plein de billets qui se donnent gratuits
aux startups, etc. Mais c'est une réflexion aux gens qui sont déconnectés. Comment est-ce qu'on peut amener ces gens déconnectés-là aussi et je pense qu'il y a plein d'idées. C'est pas les équipements. Et justement, quand on parle, là, bon, qu'est-ce que les organisations doivent faire pour rester performantes? Là, on a quelques idées ici. Là, je voyais que tu voulais réagir, puis je suis pas mal sûre qu'Alexandro va avoir des idées aussi. On commence par moi, je pense que la première personne qu'il va falloir s'attaquer, c'est vraiment le profil de compétence du gestionnaire, parce que c'est le superviseur, c'est lui qui va être le plus touché, je pense, par l'arrivée des AI, et ça, c'est une perception. Harvard disait récemment que les tâches d'administration et tout ce qui était mécanisable, on va dire ça, c'était 54% du temps des managers. Ça veut dire si on enlève ce 50%-là, qu'est-ce qu'ils vont faire définitivement? Puis il y a Antified, qui est une boîte qui travaille avec beaucoup de grosses compagnies comme Facebook, comme Microsoft, qui ont développé un parcours que je trouve incroyable. Les 3 nouvelles compétences qu'ils ont développées, la première, c'est un mentor empathique. Donc, quelqu'un qui va être capable de comprendre les compétences, de changer, de modifier. Il va devenir, dans le fond, l'évaluation de talent direct. D'identifier, là, c'est ça. Exactement, et pas switcher au HR, OK, et ta formation, il se l'approprie. Le deuxième, un décideur basé sur la data, donc qui est dans le contexte. Capable d'analyser. Exactement, mais là, ça va prendre soft skills de jugement qu'on a parlé tout à l'heure. Et le dernier, un innovateur créatif qui est aussi dans ce qu'on a parlé tantôt, qui ferme la boucle de tous ces éléments-là. Ça change vraiment le profil. Vraiment le profil. Notre profil, même MBA, comme il était avant, c'est plus la même chose. Là. Puis si vous regardez en ce moment sur quoi on forme dans les différentes entreprises, le curriculum est totalement ailleurs et on pense qu'on se prépare pour l'avenir. Alors, c'est très... Oui, c'est ça. C'est parce que c'est toujours l'idée d'évaluer des choses qui sont mesurables. Puis il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez mentionné qui ne sont pas nécessairement, en tout cas, mesurables de la même façon qu'on mesurait, si on veut, les performances des entreprises avant. Là, je vois Alexandre. Je vais rebondir sur Jean-Philippe. Non, c'est bien, c'est bien. Je le vois, là, vous avez envie de rebondir. On s'était vraiment préparé. On fait également des recherches. Je viens du milieu gestion projet. Donc, gestion projet, également, il y a l'intelligence artificielle qui va changer la façon dont on va gérer les projets. Et on parle beaucoup des compétences techniques, oui, il faut savoir de quelle façon faire un échéancier, un budget. On parle depuis 10-15 ans sur compétences relationnelles parce qu'un gestionnaire de projet va gérer des parties prenantes. Mais il y a un élément, et c'est lié avec le fait que beaucoup de managers vont utiliser de nouvelles technologies, il va y avoir beaucoup de tâches techniques qu'ils vont arrêter de faire. Et donc, il va monter à un niveau plus stratégique. Et donc, j'aimerais ajouter une autre... Ce n'est pas les compétences relationnelles qu'il faut seulement développer avec les nouveaux employés. Il faut développer des compétences stratégiques. Quand on parle de compétences stratégiques, il va y avoir certaines solutions ou certains postes qui vont devoir prendre des décisions risquées. Donc, ils vont devoir également voir quelles sont toutes les compétences, les impacts sur l'entreprise de cette décision. Mais c'est l'individu. Mais les organisations doivent aussi changer parce que si on dit on va introduire de nouvelles technologies et on va donner plus de pouvoir aux personnes qui travaillent au niveau opérationnel tactique, mais il va falloir aussi changer la gouvernance de l'entreprise. Parce qu'actuellement, si on dit que Desjardins, on a un système qui va pouvoir faire par l'intelligence artificielle déterminer si quelqu'un va avoir un prêt ou non, est-ce qu'on va donner l'autorisation à un niveau plus tactique opérationnel d'autoriser un prêt ou non? Donc, il faut changer la façon dont les prises de décision sont faites dans les entreprises et la haute direction laisser vers le bas certaines décisions. Donc, on doit changer la gouvernance, mais également on doit changer la culture. Ben oui. Parce que la technologie va faire de telle sorte qu'on va avoir des organisations qui vont être aplaties. Et si on n'arrive pas à changer la culture, même si on va faire des grands investissements sur la technologie, même si on va avoir la technologie la plus performante, on ne va pas avoir les bénéfices. Donc, il faut restructurer, repenser la façon dont on va gérer les organisations et la haute direction laisser partir certaines décisions qui appartiennent seulement à eux. Et là, en fait, ce que vous expliquez qui est fort intéressant, c'est quand on parle d'aplanir la structure, ça règle certains des problèmes que vous avez mentionnés tout à l'heure. Parce que quand on parle du CEO qui est en haut et qui ne reçoit pas, si on veut, toute l'info et qui non plus ne voit pas ce qui se passe, en changeant la structure, on change ça aussi. C'est un peu, je pense, ce qui se passe aussi dans les entreprises innovantes en ce moment. Ben, honnêtement, excuse-moi, je veux juste... Mais par rapport à ton point, je ne pense pas forcément que le CEO n'a pas conscience de ce qui se passe. Je pense que le CEO doit faire avancer la machine, il y a de la politique à gérer, etc. Et il y a des impératifs aujourd'hui. Tu sais, quand on dit il faut se mettre à jour, il y a les transformations numériques, etc. On n'a pas 5 ans pour le faire. On a 1, 2 ans. Il y a eu des échecs par le passé, comme toutes les entreprises ont déjà évidemment échoué dans leur transformation numérique. C'est correct, ça arrive. Non, mais c'est normal. C'est comme tu essaies quelque chose de nouveau. Et là, ils n'ont plus beaucoup de temps, donc ils doivent le livrer. Mais en parallèle, tu sais, la culture dont tu parles,
c'est la culture de l'échec aussi. C'est la culture quand on parle d'être ambitieux, c'est aussi essayer des choses qu'on ne connaît pas forcément où ça s'en va. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, sois ambitieux et sois sûr de ton succès. Non. Tu ne peux pas me demander d'être ambitieux, puis quand je fais quelque chose qui est poche, tu me mets dehors. Non plus. Donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre et qu'on laisse cet espace. Donc, il y a des entreprises qui créent des labs en disant que c'est des terrains de jeu ou expérimentales, on peut essayer, etc. Mais je pense au-delà de mettre un lab, de la même manière que tu mets tes enfants dans la table des enfants pendant que les adultes discutent, il faut changer la mentalité du lab pour le laisser percoler comme culture dans l'organisation et où on laisse quelqu'un, écoute, tu as essayé quelque chose, ça n'a pas super bien marché, mais au conseil de gestion, whatever, je vais dire, hey, JP a fait ça, c'était vraiment super intéressant, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on en a appris? C'est ça, 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 puis on va essayer de faire pour le prochain projet. C'est une affaire de culture. De la même manière que les parents nous ont éduqués à soit avoir une culture à aller toucher, essayer, etc., soit comme à être super, à avoir peur de ne pas toucher à rien du tout, mais c'est la même manière. Un CEO, la culture vient du C-level. On peut avoir n'importe qui en bas qui essaie de bouger et de faire bouger les choses. Cette culture de permission et cette culture d'ambition et culture de valoriser ou en tout cas de tolérer, non pas juste tolérer, mais accepter, embrace failure, je pense que c'est quelque chose qu'on doit l'avoir au Québec. Alors que les anglo-saxons sont beaucoup plus là-dedans. En fait. C'est tellement fondamental ce dont on parle là que c'est comme une abstraction de la tech. On n'est plus sur la notion d'IA, ces applications technologiques, mais c'est la réflexion sur la transformation des structures d'entreprise, la culture d'entreprise. Puis on s'en va vers une phase d'accélération asymptotique. On n'est pas, c'est pas linéaire là, comme accélération. On va aller de plus en plus vite chaque année qui va passer. Comment les sociétés vont être capables de s'adapter? Je pense que c'est là la notion de flexibilité, de vélocité dans les décisions, de distribution des décisions sur le terrain. Et ça, c'est un changement majeur de culture. On le voit dans nos projets d'innovation corporative. Quand on n'a pas le consentement, c'est pas plus que le consentement, la participation active, volontaire de la haute direction, du CA de la grande corporation, le projet ne marchera pas. Oui, impossible. C'est drôle parce que j'écoutais ce que vous disiez, puis je me rappelle d'un entrepreneur qui avait beaucoup de succès que j'ai connu à Ottawa, qui a dit à quelqu'un à un moment donné, « If you didn't fail once, you never tried hard enough. » Puis sur le coup, ça marque comme affaire, puis je me suis dit, mais ma foi, c'est vrai que tous les gens qu'on voit qui ont des entreprises, c'est pas toujours la première, hein? C'est pas toujours le premier essai qui marche, c'est ta force justement d'essayer. Et si vous aviez chacun là, dans votre domaine un souhait, parce qu'on arrive pas mal à la fin là, de notre panel là, sur cette question-là, à émettre là, par rapport à ça pour aller comme justement transformer là, justement ce monde-là de nouvelles compétences, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous aimeriez voir là, changer en ce moment, peut-être dans votre milieu? En fait, c'est un point, un défi, quelque chose que j'aimerais qu'on commence à discuter, l'équité sociale. Parce que dans le numérique, il va y avoir, oui, des professionnels qui vont avoir un bon salaire, que leur emploi va être sophistiqué, et on va voir ce qu'on appelle les galériens du numérique. Et je mets deux exemples, c'est juste des exemples généraux, c'est les conducteurs d'Uber et ceux qui vont livrer la nourriture avec Uber Eats. Ce sont des individus que l'on a besoin pour pouvoir réaliser la chaîne de valeur de ces services. Et malheureusement, ce va être des individus qui vont avoir des salaires très bas, on n'a pas besoin de compétences sophistiquées et qu'on va avoir besoin pour compléter les services. Et donc on va avoir deux types d'emplois qu'on crée. Quelques-uns qui vont être très bien payés, d'autres qui vont être très bas payés. Donc il va falloir qu'on trouve une équité par rapport à ces nouveaux emplois qu'on est en train de créer. Moi, j'ajouterais à ça, c'est un super bon point. On le voit dans les écosystèmes start-up maintenant à travers le monde. On est membre de Startup Genome. L'enjeu de la gentrification urbaine. Et ça, on ne peut pas le séparer maintenant de l'essor des écosystèmes start-up. San Francisco, c'est l'exemple le plus probant. C'est plus possible de vivre à San Francisco avec un salaire moyen. Impossible. Donc, on est en train de vivre des extrêmes. Et je pense que ça, c'est un débat qu'il faut amener au centre de la discussion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va intégrer les gens qui ne sont pas dans l'écosystème de l'IA, de la technologie, de l'intelligence artificielle, qu'on ne veut pas laisser pour compte. Comment on va faire ça? Ouais, puis on n'a pas les réponses actuellement à cette question-là. La notion de gentrification, le Myland, meilleur exemple, localement à Montréal, les loyers montent, les taxes augmentent, les gens quittent le quartier, ils s'en vont où? Ils s'en vont où ces gens-là? Ouais. Puis d'ailleurs, vous parliez de San Francisco, hein, beaucoup de magasins refusaient maintenant les paiements en argent
parce que tout le monde est branché énormément là-bas, mais ils se sont aperçus qu'ils excluaient un petit 15 de la population qui n'a pas d'appareil à la mode quand ils en ont un et parfois qui n'a pas de compte de banque ou de carte de crédit. Et ça, c'est des choses, 15 c'est quand même un bon nombre. C'est dommage que tu poses la question quand ton collègue met 1 minute qui reste. Mais, 30 secondes, t'es capable. Ça, tu me le comptes. Mais la fracture numérique est super importante parce qu'on le pense aussi quand on fait notre transformation numérique. C'est cool d'être à l'heure du jour. Mais si le service que tu offres sur ton téléphone, tu fermes des points de vente, des machins, etc., ben, tu exclus une partie de la population. Les salaires qui augmentent, tu exclus. Comment créer cette inclusion-là et garder les services? C'est un vrai défi qui n'a pas forcément une réponse facile. Ça ne peut pas être juste laissé. Je voudrais juste vous laisser sur l'exemple. Les gens connaissent ici le yaourt. Je sais, je ne parle pas d'IA. Pourtant, on travaille sur data tous les jours, mais ce n'est pas grave. Vous connaissez Chobani? Les yaourts Chobani? Pour ceux qui connaissent, l'histoire est incroyable. Vous voyez l'action d'une personne, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans la transformation, mais aussi l'inclusion de populations qui sont délaissées. Ça, c'est du leadership, puis c'est très, très inspirant. Puis j'invite justement les Québécois et les Québécoises à s'en inspirer, tant pour leurs actions quotidiennes, puis les C-level encore plus. Donc, le numérique est le complément aussi de l'IA et du numérique. Je vous remercie. Je pense qu'on aurait pu faire encore une demi-heure, mais malheureusement, il faut s'arrêter ici. Merci beaucoup, franchement. Super participation. Et là, ne quittez pas tout de suite parce que vous allez avoir un résumé de cette très riche discussion par nos amis de la LNI. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est la Ligue nationale d'improvisation Québec. Ils vont vous résumer ça là, de façon un peu humoristique, mettons. Envoyez donc. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous sommes la Ligue nationale d'improvisation. On est très, très heureux d'être avec vous à Montréal Connect pour cette première semaine du Printemps numérique. Un cours historique sur la LNI, ça a été créé en 1977. Ça allie le hockey et le théâtre. Tout est improvisé. Ça devait durer 4 soirs. Ça fait 42 ans que ça dure. C'est joué dans 30 pays en au moins 8 langues. Ce qu'on sait. Alors, aujourd'hui, on est là toute la semaine. Notre travail est un peu de restituer, si vous voulez, ce qu'on vient d'entendre. Évidemment, nous ne sommes pas des experts. Non. Nous sommes des improvisateurs. Allô? Oui. On est des experts en soft skills. Ah oui. Voilà. Donc, place une scénette improvisée. Entrez? Oui. Bonjour. Hein? Bonjour. Tu veux encore de la compote? Je me présente, je m'appelle Marc Lompré. Oui. Félicitations pour votre bébé. Oui, merci. Félicitations en tant que CEO de la compagnie Smack Big 83. Oui. On voulait souhaiter la bienvenue au petit... Ah c'est Henri. C'est Henri. Il va avoir 6 mois. Enchanté, Henri. Oui, il est en voilà. Donc... En fait, si je suis ici, oui? C'était premièrement pour vous remettre ce toutou connecté. Hein? Ah, un toutou connecté. Génial. Oui, faut mettre l'application sur votre téléphone, puis ça vous dit où est-ce qu'est le toutou en tout temps. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous, en fait, à Big Smack 83, on est une pépinière de soft skills. OK. Et on souhaitait peut-être s'entretenir avec Henri. Soft skills. Là, ce que je vois, c'est soft skin. Il est très, très doux. Oui. Mais au-delà de ça, je vois pas en quoi Henri peut servir à Big Mac 83, là. Big Smack. En fait, je veux juste préciser quelque chose. En fait, c'est pas tout de suite que ça va commencer, mais c'est que... Je ne sais pas si vous êtes familière avec l'industrie numérique et tout ce qui se passe. Et on ne sait même pas ce qui se passe en ce moment. Fait que bon, alors, ce qu'on veut faire, nous, ce que des gens ont commencé à faire, c'est d'aller voir des gens un peu, faire des citoyens connectés, tout ça. Et après ça, on a descendu, on est allé au cégep, sonder les gens. Et après ça, au secondaire, puis au primaire. Puis on a vu qu'il était déjà dépassé. On s'est dit, on s'attaque au bébé. Vous pensez que mon fils, Henri, c'est peut-être le... Il va avoir un métier qu'on ne connaît pas,
Oui, ça, je sais qu'il va avoir un métier qu'on ne connaît pas probablement. Probablement que dans son temps, là, il y aura plein de choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, puis tout ça. Mais là, on s'entend-tu qu'il fait ses dents en ce moment? Et je vois pas... C'est une très belle découverte. Je pense qu'il peut utiliser ça pour son travail. À part mâchouiller votre téléphone, je ne sais pas ce qu'il peut faire, cet enfant-là, dans votre entreprise. Seriez surprise. Puis qu'est-ce que vous voulez dire par soft skills? Ça... même moi, je suis un peu adaptation, créativité, puis voilà, j'ai du bon jugement. En fait, on a préparé un CPE techno où on paierait pour toutes les dépenses. Votre enfant serait couché sur un gros iPad pendant toute la journée et il développerait ses skills. Et à la fin de la journée, on vous le refaxe. Ça, c'est une blague de techno, ça existe plus. Henri, mais il n'y a pas de danger pour son cerveau parce que les ondes, puis les données, il va les envoyer à qui, puis ça va servir à quoi? Ah oui. Écoutez, madame... Puis le profit que va faire Henri, là... Il n'y a pas de profit, là, c'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. C'est pour nous connecter les uns aux autres. Fait que je vous donne c'est un peu comme un collège militaire. Vous allez former un bon petit soldat numérique. Non, c'est pas ça. Regardez. Ouais. Là, on est en train de penser aujourd'hui à demain. Mais... Moi aussi, il faudrait que j'aille acheter des carottes parce qu'il a fini sa purée. On peut fournir la purée. Mais demain, on ne sait pas encore de quoi ça a l'air. Mais lui, on sait qu'il va être là demain. Donc, on sait que lui, il est dans le demain qu'on ne connaît pas encore. OK. Vous voyez? Ouais. Moi, mon grand-père était allumeur de réverbère. Oui, c'est dépassé. Ça n'existe plus. Non, c'est ça. Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie? Bien, là, je suis sur le programme de congé parental. Oui, mais quand vous ne l'êtes pas? J'ai développé un patron de crochet. Un patron de crochet? Oui. J'ai vendu ça une fortune. Ça se crochette en 2 heures, puis on peut faire des tucs ou des mitaines. C'est peut-être pas le bébé que j'aurais besoin à qui je devrais parler, peut-être à vous? On ne sait pas. J'ai même fait... le patron, il est sur l'Internet. Je le vends 2,99 puis tout le monde l'achète. Oh mon Dieu! Moi, j'ai full adaptation, full créativité. C'est juste que après mes études en communication à l'UQAM, je savais plus trop vers quoi me tourner. Fait que j'étais allée faire de la poterie. Puis, c'était pas super payant. Fait que là, je me suis mis au crochet. Puis là, j'ai fait un enfant. Puis, tu sais, en attendant, mais je suis full soft skills. Attends, je viens de faire votre analyse artistique. Vous êtes dans le piton, là. Mais complètement, je suis capable de poterie, communication. Oui. Et en plus, savez-vous quoi? J'adore les formations continues offertes par le gouvernement. Je sais pas si... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je pense que... Attends une minute. Mais là, si vous me trouvez une job, il faudrait quand même mettre Henri sur le gros iPad. Oui, oui, j'en ai un pour le gros iPad, mais j'ai aussi sa mère là, qui est incroyable. On a des soft skills, skills. Voilà, elle danse en ce moment. Non, il a régurgité, c'est fait partie des soft skills. OK. Quand vous êtes prête à commencer, on vous prend. Vous, votre enfant et éventuellement d'autres enfants. Allons-y. Pensez-vous faire d'autres enfants? Je sais pas. Faudrait que je trouve un géniteur. C'est pas tous les jours qu'on en rencontre des sympathiques. On va en trouver. Merci.